Bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Power BI Galerie de visualisation. Alors, mon nom est Francis Paquette. Je travaille avec le CFO Masqué depuis sa création et je suis expert en modélisation d'affaires et expert également donc en Power BI. Et ce qu'on voudra faire aujourd'hui, c'est quand même regarder un élément relativement avancé dans Power BI, qui est la galerie de visualisation. Alors, d'emblée, on va définir c'est quoi la galerie de visualisation. On va voir comment inclure un élément de cette galerie-là dans un rapport qu'on crée avec Power BI. Et on va regarder certaines de ces visualisations-là. On ne passera pas à travers l'ensemble des visualisations. On va regarder quelques-unes qui, selon moi, sont les plus intéressantes. Mais évidemment, ça va dépendre des goûts. Parce que certaines visualisations que moi je peux trouver intéressantes pour les applications que moi je vois le plus couramment pourraient être différentes de votre côté parce que vous pourriez avoir des besoins différents et avoir une vision différente également. Donc on va s'attarder à en regarder quelques-unes, mais vous allez comprendre à la fin du webinaire comment aller chercher l'ensemble de ces ressources-là. Alors d'emblée, comme je disais, c'est un séminaire quand même plus avancé parce qu'on parle spécifiquement de galerie de visualisation. Alors, les gens qui ont eu une exposition jusqu'à maintenant très très faible sur Power BI, qui en ont une compréhension encore rudimentaire, mais ça serait pertinent que vous alliez voir le webinaire que Sophie a donné en décembre dernier, qui s'appelait Power BI, un tour complet, et qui va vous donner un aperçu vraiment de l'ensemble des fonctionnalités, l'ensemble des outils, l'ensemble des capacités de cette suite de solutions-là. Parce qu'encore une fois, la galerie de visualisation, ça va s'adresser peut-être à des gens qui sont rendus à raffiner des visualisations et non pas seulement à des gens qui commencent. Alors, cette galerie de visualisation-là, ceux qui connaissent Power BI, mais quand vous êtes dans Power BI Desktop, vous avez accès à une certaine quantité de visualisations qui sont là, qu'on va voir tantôt, et qui, dans bien des cas, vont se révéler suffisantes pour la majorité des besoins que vous pourriez avoir. Par contre, avec le temps, Microsoft rend disponible, je m'excuse, j'ai une toux ces temps-ci, je vais essayer de ne pas tousser dans le microphone. Microsoft rend disponible des visualisations personnalisées sur le site app.powerbi.com/visuals. Et ces visualisations-là, donc, il y en a qui s'ajoutent à toutes les semaines, à tous les jours. Ces visualisations-là peuvent venir complémenter des besoins que vous avez au niveau de la présentation des données. On va les voir tantôt. Moi, de mon côté, comme je le disais, on va en regarder certaines d'entre elles, on ne regardera pas toutes. Et il faut comprendre, on va le voir aussi tantôt, quand on a besoin d'ajouter une de ces visualisations-là, on va la télécharger. C'est un fichier .pbi viz, celui qui vous intéresse. Et ensuite, on va voir comment on va l'inclure dans un rapport. Comment ajouter cette visualisation-là à un rapport donné. Quand on ajoute une telle visualisation, on comprendra que ça appartient à ce fichier-là. Si on en a besoin pour plusieurs fichiers Power BI Desktop, on devra importer la visualisation personnalisée dans chacun des rapports où on en a besoin. Donc, ce qu'on va voir comme visualisation, on va découvrir directement dans Power BI Desktop. Et ce qu'on va voir, c'est celle-là ici. Donc, immédiatement, si on va voir le site web de Microsoft qui nous donne les visualisations, on est ici, on voit là, le app.powerbi.com/visuals. Bon, ici, je le présente en anglais, mais on a des visualisations qui sont présentement disponibles, qui sont affichées sur le site de Microsoft. Donc, on peut se promener là-dedans, on peut voir, explorer des visualisations qui nous semblent intéressantes. On peut ouvrir ces visualisations-là, aller chercher du détail, comme le tachomètre ici, et on peut voir la description. On peut télécharger un exemple, et on peut télécharger le visuel comme tel, donc la visualisation comme telle. Donc, c'est le download visual ici, c'est vraiment le .pbi viz, et c'est ça qui va nous permettre d'inclure
la nouvelle visualisation dans un rapport de Power BI Desktop. Donc, par exemple, ici, j'ai ouvert un fichier Power BI Desktop et ici, il est déjà inclus, malheureusement, on va l'enlever. Donc, peut-être pour reprendre, on est ici, on a cette visualisation-là, on la veut. On va downloader, télécharger la visualisation. Alors ici, je télécharge la visualisation, par exemple. Une fois qu'elle est téléchargée, je vais dans mon Power BI Desktop et je peux l'ajouter comme visualisation. Ici, c'est le Synoptic Panel que j'avais téléchargé ce matin. On voit que maintenant, c'est une visualisation qui est disponible. Je pourrais essayer de trouver ma visualisation que je viens de télécharger, celle-là ici. Et j'aurai également le tachymètre. Donc, à chaque fois que j'ai besoin d'inclure une visualisation personnalisée comme celle-là, que j'ai téléchargée de la galerie de visualisation, je vais aller dans mon Power BI Desktop, dans chacun des fichiers où j'ai besoin de ces visualisations-là, et je vais les ajouter dans ces fichiers-là. Évidemment, si je ferme ce fichier-là, si je le sauvegarde, et si je ferme mon Power BI Desktop, je réouvre un Power BI Desktop vierge, je n'aurai pas ces deux visualisations-là. Elles appartiennent à ce fichier-là pour ces visualisations-là. Donc, on peut donc, pour chacun de nos besoins, on peut donc vraiment choisir les visualisations dont on a besoin. Et c'est ça qui peut devenir donc très pratique. OK. Si on regardait maintenant ces visualisations-là, une par une, puis il y en a certaines que je vais insister davantage que sur d'autres, mais il y en a certaines qui sont excessivement intéressantes. Il y en a certaines que je vais passer beaucoup de temps dessus, parce qu'il y en a qui demandent beaucoup plus de travail afin de bien comprendre et bien utiliser. Mais, comme je vous disais, moi, je vais présenter celles qui, pour moi, me paraissent les plus intéressantes. Et évidemment, chaque individu, chaque application peut être différente. Alors, dans les visualisations que moi je trouve intéressantes, il y avait cette espèce de tachymètre-là, qu'on peut formater de différentes manières. Donc, on voit ici qu'on a fait, dans le fond, une configuration minimale très, très, très simple. On a inséré, en fait, une petite quantité de paramètres dans tout ce qui était disponible. Et on a obtenu le visuel qui est ici. Si on avait utilisé davantage de paramètres au niveau de la configuration, on voit qu'on aurait pu configurer notre manomètre ou notre tachymètre de façon différente. Pour chacune des visualisations, en général, il y a une feuille de conseils ou de points à suivre. Et on va voir à ce moment-là, dans cette feuille-là, mais ici c'est assez limité, on va voir comment la visualisation est définie, comment on peut l'utiliser et l'optimiser, en optimiser l'utilisation. Dans le fond, quand on regarde ici le tachymètre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut définir autant directement en identifiant la valeur ou en la passant dans une table de données. On peut aller définir le début de la zone en jaune, le début de la jaune en rouge, la fin de la jaune en rouge, et ce qui est en dehors de ça, ça va être la jaune en vert. Donc, dans le fond, c'est de configurer différents paramètres pour obtenir le visuel qu'on veut. Et la valeur, évidemment, ben c'est à l'intérieur de notre min et notre max. Ce sera définitivement ce qui sera indiqué par notre aiguille ici. Si on ne rentre pas de valeur minimale, automatiquement, il va mettre ça à 0. Si on met une valeur minimale, il va commencer à cette valeur-là. Donc, on voit qu'on peut configurer le manomètre vraiment comme on veut. C'est donc un manomètre, ici, un tachymètre très flexible. On peut afficher en bas ici un pourcentage qui va s'afficher en pourcentage. Et si on n'en veut pas, on devra mettre une tuile, une espèce de boîte blanche dessus pour pas le voir. Parce que dans certains cas, on n'en aura pas besoin, dans d'autres, on va en avoir besoin. Mais encore une fois, c'est
C'est une visualisation qui est créée comme ça et on doit l'utiliser comme telle. Donc, comme je vous dis, il y a plein de façons de l'optimiser, de la traiter de la façon que vous voulez. Elle va toujours fonctionner, celle-là, avec du jaune, du vert, du rouge. C'est vraiment les trois couleurs qui sont définies ici. Ça va être difficile d'utiliser d'autres couleurs que ça. En général, c'est des couleurs qui probablement vont vous intéresser anyway. La deuxième visualisation que je trouve excessivement intéressante, c'est le Gap Analysis, qui peut être utile dans certaines présentations. Donc, dans le fond, dans le Gap Analysis, ici, si on regarde une campagne de marketing, par exemple, ici, on a identifié deux types de campagnes. Puis dans le fond, on a le résultat des deux et on calcule la différence entre les deux. Donc, la visualisation calcule cette différence-là automatiquement. Donc, encore une fois, dans certaines applications, ça peut être excessivement intéressant d'avoir une telle visualisation parce que ça permet rapidement de faire une comparaison alors que on n'a pas besoin de créer une mesure qui calcule cette différence-là. La visualisation est programmée pour générer cette information-là et la présenter visuellement. Alors, on peut donc voir là, que ça peut avoir certains bénéfices dans certaines applications. Évidemment, c'est une visualisation qui va être utile dans des cas très spécifiques. Si vous avez des cas qui sont très, très différents de ce genre de besoin-là, évidemment, une telle visualisation est inutile. Donc, la galerie de visualisation, souvent, ça a été développé, on le voit là, on peut le comprendre, pour des besoins très, très spécifiques. Donc, quand on a besoin d'une analyse de delta, de différence, ça peut devenir un outil à ce moment-là très, très puissant. Les données qui sont attachées à cette visualisation-là, on voit, c'est la campagne de marketing. On pourrait aller voir la table de données en question et on pourrait aller voir là, comment ça a été bâti. Donc, dans le fond, on doit, pour chacune des campagnes, identifier qu'est-ce qui est direct, qu'est-ce qui est indirect et les différents montants pour être capable de générer la visualisation ici. Ce qu'on a passé comme paramètre ici, c'est l'ensemble des informations qui étaient passées ici, mais on aurait pu jouer avec les différentes valeurs pour regarder c'est quoi l'impact par exemple. Parce que ici, vraiment, on est sur les revenus. On aurait peut-être pu, à la place, prendre les profits. Donc, au lieu de prendre les revenus, prendre les profits ici. Ici, ça fait aucune différence entre le direct et l'indirect. Pas très utile. Donc, on va venir à nos revenus. Mais on peut jouer avec les visualisations, on peut voir l'impact. Pour chaque visualisation, il y a certaines capacités à jouer avec les éléments visuels. Comme on l'a vu tantôt avec le tachymètre, les capacités étaient plus limitées. Ici, on a quand même beaucoup de capacités à jouer avec les différentes visualisations. Donc, la jouer sur les couleurs, jouer sur la façon que c'est ordonné et ainsi de suite. On peut changer l'ordre, par exemple, de présentation. Ça va changer complètement la visualisation. Donc, pour chaque visualisation également, et ça c'est souvent en lisant les conseils ici ou les petits points d'explication, on pourra comprendre comment maximiser l'utilisation de chacune des visualisations. Donc, une visualisation que moi je trouve intéressante, c'était celle-là. L'autre, les deux autres que moi je considère qui sont intéressantes pour le même genre d'application, le premier, c'est l'entonnoir horizontal, alors qu'il peut être intéressant dans tous les processus par lesquels, si on veut, il y a des goulots d'étranglement qui s'en vont tranquillement dans le processus. Ça peut être, ici, on en fait un sur le recrutement du personnel. On aurait pu en faire un sur la gestion de projet. Donc, on commence à analyser 300 projets, on tombe en analyse préliminaire à 200, et à la fin, on en a exécuté seulement 5. Donc, tout processus par lequel on passe par un processus de réduction ou de fondant, d'entonnoir, peut s'exprimer avec une visualisation comme celle-là. Et ici, on a fait une visualisation de ce processus-là de recrutement. Ici, on en a fait un autre au niveau du lancement, par exemple, d'applications
Et donc, on voit que c'est une autre application intéressante. Ici, on a ajouté une dimension de pourcentage qui est faite ici. Et moi, je me suis amusé, par exemple, si je voulais représenter un état de résultat avec une approche comme celle-là, comment je pourrais le faire? Ben, je me suis amusé à créer une page où j'ai créé cette vue-là. Donc, on part des revenus, on a une marge brute, on peut avoir une marge de BAI ou de BAI, un bénéfice avant l'impôt, on paye de l'impôt, on a un bénéfice net. Et on peut le présenter aussi en pourcentage. Ici, dans les données, il faut avoir les montants et les pourcentages. La visualisation ne calcule pas les pourcentages. Donc, il faut que les données contiennent déjà ces informations-là. Sinon, l'outil ne les calcule pas. On va voir dans l'autre visualisation que la visualisation elle-même est programmée pour calculer des pourcentages. Ce qui, dans bien des cas, pourrait s'avérer très intéressant. Ça nous évite d'ajouter cette mesure-là. Encore une fois, vous avez les conseils nécessaires dans la feuille INTS pour bien comprendre comment la visualisation fonctionne, bien comprendre comment l'utiliser. Ici, ça peut être intéressant souvent dans des visualisations où vous voulez vraiment personnaliser en fonction de vos couleurs corporatives. On peut effectivement changer l'ensemble des couleurs. On voit que on en a fait quelques-uns ici et pour chacun, on a un ensemble de couleurs parce qu'on peut effectivement aller jouer sur des couleurs. Alors que la prochaine, qui moi je trouve excessivement intéressante, qui fait un peu le même travail, de présenter dans un processus d'entonnoir, si on veut, qu'est-ce qui se passe, c'est la Sankey Bar Chart, mais on n'a pas le choix de couleur. Donc, on n'a pas vraiment la possibilité de jouer avec les couleurs. Par contre, l'intérêt ici, c'est que l'outil, la visualisation, calcule les pourcentages. Donc, une fois qu'on a défini les mesures, on a défini les données qui permettent de créer la visualisation, les pourcentages vont se calculer automatiquement. Donc, par exemple, ici, on est à travers un processus d'achat. Donc, les clients ouvrent des pages web pour faire des acquisitions. La majorité ne font pas d'achat. Donc, la différence entre ceux qui sont entrés et ceux qui ne font pas d'achat, c'est ceux qui sont restés regarder des produits. La majorité de ces gens-là n'ont pas ajouté de produits au panier et ainsi de suite. Et on s'en va finalement à la quantité de gens qui sont entrés, qui ont fait une acquisition, ont fait un achat. Et on pourrait donc utiliser ce genre d'approche-là pour d'autres applications, comme par exemple un état de résultat. On pourrait prendre le même exemple que tantôt, mais on pourrait le rentrer dans cette structure-là pour se rendre des revenus jusqu'au bénéfice net. Et ce serait peut-être une façon élégante, dans certaines applications, de présenter, par exemple, un état de résultat ou peut-être un état des flux de trésorerie, peu importe votre application, parce que ça permet de façon très très visuelle de montrer comment, dans ce cas-ci, comment la profitabilité s'en va là, dans vos opérations. Comment vos opérations se comportent là, si on veut, au niveau entre les revenus d'un côté, d'un bout, et la génération de bénéfices nets de l'autre. Et c'est une application parmi d'autres. Encore une fois, au risque de me répéter, la difficulté dans toutes ces visualisations-là, comme vous allez le voir, c'est qu'il faut que les données soient présentées de la façon que la visualisation requiert. Alors, si nos données ne sont pas dans le bon format, c'est certain que ça ne produira pas le résultat escompté. Ici, on voit pour cette visualisation-là, c'est quand même assez complexe. Là. On a le point d'entrée, le point de sortie et le montant à l'entrée. Et la visualisation, par différence, va calculer ce qui n'a pas été retenu. Donc, mais quand même, si on prend un état de résultat financier, de finaliser notre création de données pour obtenir ces dimensions-là de cette façon-là, ça peut quand même être un défi au niveau de la création des tables de résultats. Donc, avec une visualisation, arrive la problématique de s'assurer qu'on peut obtenir nos données dans le format qui est requis par la visualisation. Alors, si on regarde
par différence, ce qu'on avait tantôt au niveau du funnel, on va voir quand même que le format ici est plus normal au niveau de la présentation. Ça serait assez simple, probablement, d'obtenir un format comme celui-là pour des chiffres financiers. Alors, cette visualisation-là du tunnel horizontal va sans doute requérir beaucoup moins de travail pour la création des données finales pour créer ma visualisation par rapport à une visualisation comme celle-là ici, où on devra sans doute travailler plus fort au niveau de la manipulation des données pour obtenir le même, je dirais pas le même résultat, là, mais pour être capable de créer la visualisation qu'on a ici. Donc, une fois qu'on a choisi une visualisation, il ne faut jamais oublier la difficulté potentielle avec Power BI d'amener nos mesures, nos tables, notre présentation là, à un niveau où on pourra utiliser ces visualisations-là. Parce qu'évidemment, si on n'est pas capable parce que c'est trop complexe dans notre application de construire, c'est jamais impossible, mais si c'est très complexe de construire votre solution pour aller rencontrer les exigences d'une telle visualisation, mais il faut toujours se poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce que, à un moment donné, là, il y a peut-être d'autres façons de présenter qui vont faire un bon travail. Donc, il y a toujours cette question-là, je pense, à se poser entre le travail qui est requis versus les bénéfices qu'on pourrait obtenir à utiliser une visualisation par rapport à une autre. Une autre visualisation qui est intéressante, c'est ce que Microsoft appelle la Microsoft AI Release. C'est différentes visualisations. Bon, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Ils en ont fait une excellente ici exemple, Microsoft. On veut, quand on analyse beaucoup de données, alors souvent un très très grand nombre de données, on a des données ici qui sont très très nombreuses, qui sont souvent liées à des représentations géographiques, organisationnelles, départementales et ce genre de choses-là. Alors, organiser un très grand nombre de données comme ça peut être complexe, surtout quel genre d'éléments visuels on peut attacher ces éléments-là pour que ça soit agréable comme visualisation. Alors, ça peut devenir complexe. Alors, ce genre de visualisation-là ici pourrait donc être utile pour nous aider là, à voir ce genre de phénomène-là. Ou par exemple, ici, on peut prendre les gens ou les informations puis les cataloguer dans différentes dimensions. Ici, la taille de la bulle va correspondre vraiment au nombre d'informations ou au nombre de personnes qui sont touchées. Et je pense même que la proximité des bulles dépend de l'appariement entre les documents ou les informations. Et on peut attacher aussi des éléments visuels pour cataloguer chacune de ces informations-là. Donc, ça rend le tout plus attrayant en termes de présentation. Et du même acabit, on voit ici qu'on peut présenter ces informations-là peut-être sur un niveau d'organisation, de personnes ou de lieux. Par exemple, si les documents ou des éléments d'information sont rattachés directement à des individus, on peut donc trouver ces individus-là, les organisations, les emplacements, et on peut configurer ces paramètres-là ici à droite, puis vous pourrez lire plus sur ce genre de visualisation-là. Mais il y a, pour regrouper de l'information compliquée, souvent contextuelle, ça peut à ce moment-là être intéressant. On voit ici l'information, là. C'est de l'information qui souvent peut être complexe à mettre ensemble. Et la visualisation, par contre, requiert, si vous voulez associer à un élément des images, ben, il faut que ces images-là soient liées dans vos données de visualisation, ce qui peut être dans certains cas problématique. Bon, ici, il y a ça, il y a le facet key, on en a parlé, c'est ça ici, c'est une façon donc de présenter ces éléments-là. On peut ajouter plus ou moins, on peut ne pas mettre certaines de ces dimensions-là. Alors, on peut choisir des cachés ou des masqués. On peut ajouter plus de gens, en fait, de voir tous les gens qui sont dans toutes les dimensions qui sont dans ces informations-là, ou en mettre moins. Et on peut contrôler
le nombre de dimensions minimales qui s'affichent en jouant avec les paramètres ici. Donc on peut aller jouer avec ça ici. Donc ça peut être intéressant. Et comme je le disais, c'est une visualisation ou un ensemble de visualisations qui peut être très intéressante quand on a des données géographiques d'organisation à montrer. Et surtout la cluster map, on peut associer des images. Donc l'image en soi peut parler plus que une simple définition textuelle. Alors ça peut devenir intéressant. Mais ces images-là, il faut les associer à nos données. Alors, il faut trouver ces banques d'images-là, si on veut associer les images à ces visualisations-là, ce qui peut effectivement quand même être un certain défi. Donc, voici pour ça. Un autre très très intéressant, qui est d'une très grande complexité, c'est Sandance. Et ça a été développé à l'origine à partir de données entre je pense le choix d'Obama comme chef du Parti démocrate versus son opposant du temps, dont je ne me souviens pas du nom. Mais l'avantage de cette visualisation-là, on peut le voir, là, c'est que ça nous permet vraiment de voir dans un ensemble de possibilités différentes les éléments en question. C'est absolument extraordinaire la quantité de paramètres qui peut être utilisée et les visualisations qui en découlent sont souvent assez hallucinantes. On voit ici que ça a vraiment été conçu pour des données géographiques. Donc, ça requiert par contre qu'on connaisse la longitude et la latitude. Alors, c'est peut-être l'information qui, dans certains cas, est difficile d'obtenir dans la vraie vie, là, ou qui demande du temps. Mais on voit quand même que la capacité qu'on a de faire, si on veut, différentes visualisations est assez extraordinaire. On peut vraiment faire pas mal n'importe quoi. Évidemment, si les données en arrière sont plus ou moins bonnes, ça va peut-être faire des choses un peu curieuses. Ici, je suis pas... on navigue un peu là-dedans, on fait des tests. Comme je vous l'ai dit, c'est très, très... il était contre Mitt Romney. Mais Romney, c'était le républicain, si je me souviens bien. Donc, c'est vraiment l'élection présidentielle avant la dernière qu'on a vécue. On peut se promener là-dedans, on peut changer des paramètres. Ce qu'il faut faire attention avec cette visualisation-là, elle est très très complexe. Dans ce cas-ci, c'est déjà très très lourd comme visualisation. C'est plusieurs dizaines de mégaoctets. Et moi, quand je fais des tests, quand je m'amuse, ben des fois ça va geler carrément. Ça va carrément geler. Surtout quand on veut jouer avec certains paramètres dans certaines visualisations, on se rend compte là, que ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, et on est revenu à la même visualisation qu'on avait au début, mais il est présenté présentement avec un nombre de niveaux différents. On peut descendre le nombre de niveaux pour ramener un peu ce qu'on avait avant. Les couleurs ne se ramènent pas comme elles étaient au début. Donc, en jouant avec la visualisation, on peut créer toutes sortes de choses assez extraordinaires, mais c'est une certaine délicatesse à manœuvrer. Mais si, encore une fois, vous avez des données géographiques, pour faire de l'exploration dans des données géographiques, dans différentes dimensions, ben effectivement, on constate facilement que c'est un outil qui peut être extraordinaire. Alors, je ne vais pas explorer l'ensemble des éléments qui sont disponibles là-dedans. Vous pourrez l'explorer vous-même si ça vous intéresse. C'est excessivement complexe comme élément de visualisation et on peut vraiment faire toutes sortes de choses avec ça. La dernière visualisation, puis je vais passer le reste du temps là-dessus, c'est parce qu'elle est très complexe, c'est
le Synoptic Panel. Okay? Le Synoptic Panel permet vraiment de personnaliser n'importe quel genre de carte. Alors ici, on a une carte, une map monde, qu'on fait apparaître différents pays dans différentes couleurs. Donc, on est allé ici jouer sur différents paramètres pour faire apparaître des pays de la façon qu'on voulait. Et c'est un exemple. Ici, si on allait voir les données au niveau de cette visualisation-là, donc on a les noms de pays, des régions, et on a comment on va afficher chacun de ces pays-là, avec les valeurs et tout ça, et ça nous donne le rendu qu'on a vu ici. Là, on a seulement désablé ce qu'on appelle tous les endroits qui n'avaient pas de match, donc pour lesquels on n'avait pas de valeur. Donc, c'est une autre façon de voir exactement la même carte. Alors, il faut penser, quand on a créé cette carte-là, il a fallu aller créer tous les vecteurs graphiques, si on veut, de chacun des pays, pour après ça, être capable d'utiliser ces valeurs-là. Un autre exemple, par exemple, ici, un frappeur au baseball, on veut voir ce frappeur-là dans quel, quand il frappe, quand il s'élance, dans quelle zone il s'élance. Puis évidemment, on va vouloir comprendre lesquelles sont vertes, donc lesquelles sont les plus appropriées pour lui, versus lesquelles sont rouges ou jaunes, les moins appropriées pour lui. Et c'est le genre de choses qu'on voudra faire. Maintenant, la question se pose, si je veux faire une visualisation comme celle-là, qui moi je trouve est excessivement utile, parce que dans la vraie vie, dans des visualisations, on veut peut-être cartographier le plancher d'une usine. On veut peut-être cartographier le plancher d'un magasin. Dans un magasin, c'est divisé en départements. Telle section, on vend telle marque. Telle autre section, on vend telle autre marque. Telle autre section, on vend tel autre produit. Ou famille de produits. Et même au travail, on veut identifier les ressources humaines versus la comptabilité versus les autres fonctions dans l'entreprise. Peu importe le besoin qu'on a de faire une cartographie dans un processus, dans un projet, dans une présentation. Et on a des données souvent assez nombreuses. On veut cartographier sur cet élément graphique-là. Comment on peut le faire avec Power BI? Ben, le Synoptic Panel permet à ce moment-là, relativement facilement, je dirais pas facilement, relativement facilement, de créer votre propre carte. Et une fois que votre carte est créée, de l'utiliser pour la colorer selon vos besoins. Comment ça fonctionne? Alors, si on retourne sur le site web de Microsoft pour la galerie de visualisation et qu'on cherche notre visualisation en question, trop de difficulté à la trouver, ici, Synoptic Panel. Quand on voit ici, on voit premièrement qu'ils nous disent si vous voulez créer vos propres cartes, vous devez vous rendre sur le site synoptic.design que j'ai fait ici. Donc, quand je veux créer ma propre carte personnalisée, je vais donc aller sur le Synoptic Designer et je vais suivre les instructions. Essentiellement, je vais prendre ma carte, parce qu'évidemment, je dois partir d'un dessin existant. Donc, je vais prendre une carte existante ici dans un projet réel, qui est une carte géographique. Il faut que je la trouve, là. Quand on la cherche, on la trouve pas, c'est comme ça. Laissez-moi quelques secondes. Alors, c'est une carte en PNG, OK? Donc, c'est un fichier PNG. Ça aurait pu être un JPEG ou d'autres formats, mais je pense que le format PNG fonctionne très bien pour cette application-là. Il y a ici deux options qui sont excessivement intéressantes pour ceux qui ont déjà fait du dessin assisté par ordinateur. Donc ici, premièrement, on va regarder les boutons. On a un bouton ici pour vraiment dessiner.
on a un bouton qui permet de découvrir automatiquement des, si on veut, des éléments de cartographie. Alors, si on avait une carte qui a été créée vraiment dans un format graphique pur, on aurait sans doute pu ici utiliser la fonction de découvrir automatiquement les éléments cartographiques. Mais c'est pas le cas ici. Si j'utilise ça puis je choisis un endroit, vous voyez là, ça ne respecte pas les contours. Ça crée un très grand nombre de points. C'est pas ça que je veux. Donc, je vais l'effacer ici. Et je vais prendre plutôt le mode manuel ici. On a le mode ici de sélection. Puis on a le mode pour se naviguer à travers notre carte. Et on peut changer d'image, donc travailler sur une autre image quand on a fini, effacer l'image existante. Ici, le zoom en moins, il fonctionne pas. C'est le format minimal qui est ici. On peut zoomer plus, mais on peut pas aller plus petit que le format qui est là. Et donc, on va choisir un élément quand même assez facile à tracer pour faire la démonstration. Je ne vais pas passer 3 heures là-dessus, mais vous allez comprendre. Bon, on comprendra ici que dans cette carte-là, il y avait déjà une des municipalités qui était en surbrillance rouge, que j'ai nettoyé un peu avec un outil de traitement graphique. Je l'ai re-sauvegardé. Donc, on voit ici, cet espace-là ici est quand même assez bien délimité, mais tous les espaces à côté sont pas des éléments purement graphiques. Donc, plus votre élément graphique qui vous sert de base à la carte est pur et bien fait, plus ça va être facile d'utiliser. Sinon, c'est plus de travail. Quand on met le treillis, ça va nous aider à nous retrouver dans notre carte et on peut faire un snap to grid. Quand on fait du dessin assisté par ordinateur, un snap to grid, ça veut dire que notre curseur va toujours se ramasser dans un des sommets de mon treillis, jamais dans le milieu. Alors ça nous garantit, quand on fait du snap to grid, que si on a deux éléments de cartographie adjacents, que quand je vais créer mon élément adjacent, ben je vais toujours être appuyé sur l'élément à côté parce qu'ils sont snappés, si on veut, sur le même sommet dans le treillis en question. Et je peux rapetisser le grid pour être un peu plus précis. Donc, par exemple, si je voulais créer cet espace-là ici, je vais aller en mode manuel, je vais choisir des points, 2 points, 3 points. Et là, on voit l'outil me dit, ah, tu as mis 3 points, ton élément terminé. Évidemment, dans ce scénario-là ici, ça me prend 2 autres arêtes. Donc, je vais aller ajouter 2 arêtes. Je vais prendre mon arête que j'ai créé ici, je vais l'amener dans le point. Il va faire un snap to... Oh, j'ai pas mis le snap to grid, je m'excuse, on le met. Il va le mettre le plus proche possible d'un coin. Et j'ai terminé mon premier élément de carte. Là, il va vouloir, cet élément-là, que je lui donne un nom. Et par exemple, ici, c'est des municipalités, je pourrais l'appeler, là, c'est des noms fictifs, je pourrais l'appeler Dorion, par exemple. Une fois que c'est fait, je vais aller en créer un autre élément. Je pourrais aller créer lui ici, lui, et ainsi de suite. Quand c'est fini, je vais exporter ma carte finale vers Power BI. Et là, il va me télécharger un .svg. OK? Il est téléchargé ici. Je peux le sauvegarder sur le nom que je veux. Je peux en faire ce que je veux. Moi, ce que j'ai fait ici, je l'ai créé pour l'ensemble de mes municipalités. J'en ai créé un. On va simplement l'utiliser pour aller voir la visualisation que j'ai faite ici. Donc, je suis allé, et je pourrais même ici, par contre, il faut que je fasse toutes les settings. Donc, on voit ici dans ma table de données, c'est très très simple. J'ai une liste de municipalités. J'ai mis une valeur à chacune des municipalités. Donc ici, 1, 0 ou moins 1. Et quand je reviens dans ma visualisation, je suis allé chercher ma carte et j'ai mis ces valeurs-là, si on veut, associées à ma carte. Donc j'ai dans ma légende
c'est la municipalité. La valeur, ben, c'est ma valeur. Et avec les settings en bon français que j'ai fait ici, ça va aller mettre mes couleurs de façon appropriée. Donc, si je voulais reprendre du début un tel exercice, j'ai ma visualisation ici qui a été créée. OK? J'ai mes éléments que je veux représenter sur la carte. Et là, l'outil me demande sur quelle carte, quel genre de carte. Et je vais aller choisir la carte que je viens de sauvegarder. En fait, pas celle-là que je viens de sauvegarder, mais celle-là que j'ai déjà sauvegardée, qui contient l'ensemble de mes municipalités. Celle-là ici. Et ça apparaît. Bon, ici, ça apparaît tout en noir, évidemment, parce que je n'ai pas fait encore le travail de définition de A. On a dit que ce serait peut-être en rouge. Les uns. Attendez. Toujours évident. On revient à lui ici. La première fois, c'est pas évident à mettre en place, mais ici, on a donc, comme je vous disais, la légende, c'est la municipalité. Les valeurs, c'est les valeurs. OK. Il faut mettre dans les state value les valeurs aussi. On va dire ici. State value. State. Juste. Là. Les états, faut les configurer ici. Pas évident. J'ai pas fait ça souvent avec cette visualisation-là. On voit que c'est quand même assez complexe. Il faut vraiment aller chercher chacun de nos modes. Je n'ai pas la même visualisation pour l'autre. Ici. Je suis ici. Je ne les montre pas du tout de la même manière. Sans doute que la version a légèrement changé parce que c'est la version que moi j'ai ici, ça ne donne pas les mêmes options. Anyway. Moi, la façon que j'ai créé mes mesures ici. Donc, quand c'est -1, je veux que ça apparaisse en rouge. Quand c'est 0, je veux que ça apparaisse en jaune. Et quand c'est 1, je veux que ça apparaisse en vert. Alors, j'ai défini ici mes 3 états. Je peux pas en avoir plus que 3. On peut, par contre, comme on l'a vu, définir de la saturation de couleur. Donc, on pourrait définir des dégradés dans le même état. Donc, l'état 1 pourrait être du vert pâle au vert foncé. L'état 2 du jaune pâle au jaune foncé, et ainsi de suite. Et évidemment, si jamais il y a des éléments qui ne sont pas utilisés, qui ont été cartographiés, mais qui ne sont pas utilisés, ils vont sortir en gris, par exemple, ou en blanc, et on va les distinguer facilement sur la cartographie qu'on obtient à la fin. Donc, l'intérêt de cette visualisation-là, et c'est ça surtout que je veux que vous vous rappeliez, c'est que ça permet vraiment d'ajouter un élément assez extraordinaire au niveau de la création de cartes personnalisées. Parce que, entre nous, dans ce qu'on fait, on a souvent besoin de cartographier des usines, des magasins, des départements. Et évidemment, ça pourrait être excessivement difficile de faire correspondre des éléments de cartographie avec des mesures en Power BI. Alors cet outil-là ici, le Synaptic Panel, c'est pas nécessairement facile à utiliser la première fois, là. Comme vous l'avez vu. Il y a beaucoup de paramètres à configurer, mais il y a beaucoup d'étapes. Alors, faut récupérer une carte digne de ce nom. Il faut aller dans l'application ici qu'on a vu. Il faut vraiment aller créer cette carte-là pour être capable de l'exporter dans un format que Power BI va comprendre.
Et non seulement faut-il, comme on l'a vu ici, inclure la visualisation dans le fichier Power BI Desktop, mais il faut aussi, quand on veut utiliser l'élément en question, aller inclure cette carte-là dans la visualisation comme telle. Donc, on pourrait avoir autant de visualisations différentes avec le Synaptic Panel qu'on a de cartes différentes qu'on veut afficher. Donc, voilà, c'est pas mal ça qui complète l'analyse de cette visualisation-là. On explique ici en long et en large comment fonctionnent les différents paramètres. Alors, évidemment, ça peut être intéressant de bien comprendre ça. Et comme je vous disais, souvent, si moi, dans le cas qui m'occupe, j'avais 3 choix de valeurs, -1, 0, 1, parce que j'en ai décidé ainsi. Mais si vous avez une continuité, ça permet ici, dans les états, de définir la valeur minimale, la valeur maximale et la saturation dans ces couleurs-là. Donc, ça permet d'avoir des dégradés et non pas seulement des couleurs uniques. Ce qui peut être intéressant à ce moment-là. Excusez-moi. Bon, et midi 46, moi, à ce point-ci, ça complète pas mal le contenu principal que je voulais présenter aujourd'hui. Ce que j'aimerais faire, c'est vérifier, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisez déjà ce genre de galerie de visualisation-là? Est-ce que c'est des choses que vous faites régulièrement? Ou c'était aujourd'hui des choses complètement nouvelles, ce qu'on a montré? Alors, il ne semble pas y avoir beaucoup de questions. Alors, je vous invite, tant que votre micro est fermé, si vous avez des questions, à les poser dans la messagerie instantanée. Alors, est-ce que vous voulez partager des choses avec nous? Alors, s'il n'y a pas de plus de questions que ça, s'il n'y a pas plus de commentaires que ça, on va mettre fin au webinaire à ce moment-ci. Alors, je vous remercie tous d'avoir participé et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.